Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Open Mic. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. C'est votre émission de débat. Alors n'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions, vos suggestions sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter avec le hashtag RT Open Mic. Et ce soir, Max, on va parler identité. Et oui Estelle, le sujet le plus chaud du moment entre la polémique pendant la Coupe du Monde, l'affaire Absatoussi-Zemmour et plus récemment la sorte de bombe de librairie qui est le livre des journalistes d'investigation Davé et l'Homme. Le thème de l'identité sur toutes les lèvres. Et le thème de ce soir, ça va être l'identité est-elle un gros mot? Peut-on en parler sans crispation? Et d'abord, on va parler politique d'aménagement avec Malik Acher. Bonsoir Malik. Bonsoir. Bonsoir Malik, bienvenue sur le plateau d'Open Mic. Merci. Tu es contributeur pour le site internet rtfrance.tv et cette semaine tu as choisi de venir sur ce plateau nous parler des inondations dans l'Aude et de la politique d'aménagement du territoire. Alors de quoi parle-t-on ? C'est un peu barbare, aménagement du territoire, c'est vrai. On va essayer de simplifier les choses. On a vu cet événement tragique dans le sud de la France, dans l'Aude, qui a provoqué malheureusement la mort de 14 personnes et actuellement il y a une personne qui est portée à disparue. Le bilan n'est pas encore définitif. Ces inondations ont été catastrophiques et meurtrières. Alors effectivement, aujourd'hui on se pose la question à qui la faute? À qui la faute? La faute à une partie des politiques qui ont été menées pendant des décennies en France et notamment les politiques d'aménagement du territoire. On a urbanisé à tout va dans des zones qui ne devraient pas à la base être urbanisé. C'est-à-dire qu'on a bétonné, en gros. On a bétonné des C'est un problème écologique, en fait. C'est un problème écologique. On en parle pourquoi? Parce que la conscience écologique, maintenant, c'est pas un effet de mode, mais on en parle de plus en plus. Et maintenant, on se rend compte que finalement, ces politiques-là, elles n'ont pas tenu en compte les problématiques environnementales. On a fait des lotissements à perte de vue dans des endroits qui devraient normalement ne pas en accueillir. Alors, il y a par exemple Cisco qui nous dit sur Twitter « Arrêtons de tout bétonner ». Est-ce que c'est une des solutions ? J'ai envie de dire oui, Cisco a raison. Arrêtons de bétonner, mais comment on fait? C'est ça le problème, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, il faudrait densifier davantage. Densifier, ça veut dire quoi? C'est essayer de construire dans des endroits où, dans les villes déjà. Et il y a plein de solutions pour permettre justement de densifier ces endroits-là. On peut surélever des immeubles. Il y a plein d'innovations qui permettent aujourd'hui d'éviter cet étalement urbain justement qui provoque des modifications naturelles dans des endroits qui devraient normalement être des endroits ruraux et qui ne devraient pas normalement accueillir des logements ou des constructions. Alors, en France, on est quand même dans le pays du principe de précaution. Il y a beaucoup d'élus qui se plaignent de ce principe de précaution. Est-ce qu'il y a des solutions en dehors, peut-être, de plus de normes ou pas? Alors, le principe de précaution, c'est pour prévenir des risques. Et le risque, on le connaît. On le connaît, ces inondations, elles existent. En Île-de-France, il y a près de 800 000 personnes qui sont, par exemple, exposées au risque d'inondation. Un quart de la population française, en tout, qui sont exposées à ce risque d'inondation. Donc, le principe de précaution, il faut l'avoir, parce qu'on se dit, c'est une perte sur le plan économique, ce problème de principe de précaution. Mais alors, le problème, c'est que si on enlève ce principe de précaution, finalement, on constate qu'il y a des dégâts qui sont très très chers et qui coûtent à la collectivité. Finalement, si on n'en prend pas compte de ce principe de précaution, la facture après elle est salée. Alors justement, on a Benoît qui nous demande sur Twitter, sur le hashtag RTOpenMic, arrêtons de construire, mais alors comment est-ce qu'on fait pour loger tout le monde? Justement, c'est ce dont je parlais il y a un instant, c'est par exemple la densification des espaces urbains. Par exemple, à Paris, si je vous dis Paris, ville durable ou pas durable, je ne sais pas si vous allez me dire non, c'est une ville durable. Et en fait, c'est une ville durable. Pourquoi? Parce que il y a une densité de population qui est forte. Et pourtant, Paris n'est pas une des villes les plus étalées dans le monde. Il y a des exemples comme Berlin qui sont des villes beaucoup plus étalées que Paris. Et on peut reproduire ce modèle-là. Alors, je ne dis pas qu'il faut construire des immeubles haussmanniens partout en campagne. Mais, ou même des tours. Ou même des tours. Alors, la question des tours est posée. Mais les tours, elles peuvent être écologiques. Il faut poser ce débat. On est en France un peu bloqué sur cette question. Est-ce qu'il faut des tours à Paris ou dans des espaces qui normalement n'accueillent pas des tours? Il faut briser ce tabou-là parce qu'on est confronté à une démographie qui augmente, qui est galopante en France, qui est dynamique, il faut s'en féliciter et qui pose aussi des défis. Donc il faut poser cette question de densification des espaces urbains. Donc surélévation des immeubles, construction de tours. Et au-delà de l'aspect construction, on imagine qu'il y a aussi des soucis liés au remembrement, par exemple, dans ces régions-là. Oui, effectivement. Tu nous rappelles ce que c'est que le remembrement? Le remembrement, c'est un peu le regroupement des parcelles des terrains agricoles.
le problème, c'est que les agriculteurs, parfois, parce que là, on parle de remembrement des parcelles agricoles, ils n'ont pas trop le choix. On leur dit, là, il y aura un lotissement qui va être construit pour des intérêts économiques, parce qu'il y a des élus qui ont été... Alors, je ne dis pas qu'il faut jeter la responsabilité sur tous les élus, mais il y a des élus qui ont été, je dirais, attirés par la patte du gain pour permettre d'avoir un budget de la ville plus gros, ont accueilli des logements dans des parcelles agricoles, au détriment des agriculteurs. Et les agriculteurs, ils n'ont pas d'autre solution, c'est de céder. Parce que quand vous avez un processus d'expropriation, quand vous êtes obligé de céder aux pressions, vous préférez vendre et puis partir, vous partez ailleurs. Donc c'est ça le remembrement, c'est le regroupement des parcelles qui souvent servent à la construction de lotissements et de terrains qui doivent accueillir des logements. Si on fait un peu le résumé de la situation, en gros... ce qu'on peut pointer du doigt, le responsable ou la chose responsable, c'est l'aménagement les responsables, c'est les politiques d'aménagement qui ont été faites sur des décennies. Au départ, quand on a commencé à aménager en France, quand on a commencé à construire en France, on répondait à une logique, c'est la demande de logement. On doit loger les gens. Après la guerre, en 1945, beaucoup de familles étaient dans la rue, il fallait les loger, ces personnes-là. Donc on n'a pas fait attention à ce côté, par exemple, on n'a pas pris en compte cette considération environnementale. Donc pendant des décennies, on n'a fait que bétonner. Et aujourd'hui, on se dit, on se retrouve dans une situation complexe, on se dit, on a pris la mauvaise direction, il n'est pas trop tard. C'est juste qu'il faut prendre les décisions adéquates. Une dernière question, Malik. Est-ce que finalement tout ça, c'est pas simplement aussi une question de pognon, en fait, de pognon de dingue? Parce que ça coûte cher, toutes ces tours écolos. Ça coûte cher, oui, mais bon, alors, ça coûte cher à qui? Ça coûte cher à la collectivité, ça coûte cher au privé. Il y a un intérêt économique derrière. Si on fait participer le privé à ces constructions-là, il y a une rentabilité derrière. Alors, je ne dis pas qu'on doit voir ça que sous l'angle de la rentabilité et de l'économie, mais il faut justement intégrer tous les acteurs. Il y a des enjeux, mais je pense que si les acteurs privés, publics, justement, font ensemble des partenariats pour justement construire des tours ou des lotissements, la question du pognon ne va plus se poser. Très bien. Merci beaucoup Malik, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Place au débat maintenant avec nos invités, Tatiana Ventose, Greg Tabibian et Mathieu Lecossec. Bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Installez-vous, bienvenue. Alors Max, tu nous en dis un peu plus sur le thème de ce soir. Oui, l'identité est-elle un gros mot? Ce thème, évidemment, on devait en parler puisque l'actualité est plus que jamais agitée autour de ce mot, l'identité, identitaire. C'est un thème qui crispe les gens. On a eu l'exemple au moment de la Coupe du Monde de football, quand le célèbre humoriste et animateur de télé Trevor Noah de Comedy Central a dit, en parlant de l'équipe de France, que c'était l'équipe d'Afrique qui avait gagné la Coupe du Monde. Alors, crispation énorme en France. On a des avalanches de tweets, de réactions sur les réseaux sociaux. Les joueurs français publient des drapeaux tricolores. On a bien vu qu'il y avait un débat autour de cette identité. Certains la voient peut-être plus uniforme, plus nationale, osons le mot, et puis d'autres peut-être plus multiculturelle, plus diverses. Et pour ce soir, pour en parler, on a nos invités autour du plateau. On va commencer par toi, Tatiana. Salut Tatiana. Bonsoir. On est ravis de t'avoir et on précise d'abord que tu es youtubeuse politique, créatrice du Fil d'actu, qui a presque 200 000 abonnés maintenant. Sur Facebook, ouais. Sur Facebook, voilà. Et puis pour que les gens situent un peu, ce que tu fais, c'est ça. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tatiana Ventose, c'est moi et aujourd'hui on parle de Benalla encore. Bah oui, la sitcom pourrie de l'été. C'est un peu comme une récompense. C'est pas les bonnes images, je crois. C'est pas le même gars. Ah, si, c'est lui. Ah ils nous l'ont déguisé en Harry Potter, dites donc. Bon, tu fais pas que de l'humour, mais tu fais aussi de la politique. Je fais surtout de la politique et des fois je fais des blagues. À tes côtés, Tatiana, Greg Tabibian. Bonsoir Greg. Bonsoir. Alors toi aussi, tu es youtubeur, tu es aussi humoriste. Tu es le créateur de la chaîne Je ne suis pas content, je suis pas content TV. C'est ça. Et on va regarder un petit extrait de ta dernière vidéo. Oh, je suis pas content, il y a eu le remaniement, ça y est, enfin, le remaniement, c'est comme le changement, c'est maintenant. Je veux dire, à un moment, il fallait que la mascarade prenne fin. Ça faisait 15 jours qu'on avait Édouard Philippe, qui était à la fois Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Pour te donner un ordre de comparaison, c'est comme si à l'époque de François Hollande, justement, on avait eu Manuel Valls, à la fois Premier ministre et ministre de l'Intérieur. T'as vomi, c'est normal.
2 mots pour résumer ta chaîne, Greg, l'esprit de ta chaîne. Humour, politique, ras-le-bol. C'est volontaire le côté Fabrice Eboué ou pas du tout? Il y a un petit côté un peu. Non, Fabrice Eboué était le premier à me le dire. Ah ouais, d'accord. Fabrice Eboué, on me cite d'autres références, on me cite Dieudonné assez souvent, on me cite Elie Moon, pas mal aussi pour le côté avec la petite voix, là, Monsieur Patel. On me cite Astier pour certaines côté cynique, réactions, voilà, et cette façon que j'ai parfois de leur parler comme s'ils étaient en face de moi et comme si c'était tous des débiles, parce que ça marche bien ce côté une seule personne un peu lucide face à des gens qui comprennent pas ou qui font semblant de pas comprendre. Et donc oui, chacun il voit un peu ce qu'il veut, je pense. Et puis autour de la table, il y a aussi Mathieu Lecossec. Bonsoir Mathieu. Tu viens d'être nommé coordinateur national de Students for Liberty. Alors toi, tu es un libertarien et tu promeus la liberté sous toutes ses formes. Exactement. C'est ça. Donc, bienvenue. Merci. Alors pour commencer, on va une petite question générale. L'identité, est-ce que ça existe et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je sais pas qui veut commencer. L'identité française. L'identité française, qu'est-ce que ça veut dire? L'identité française, je pense que c'est cette construction artificielle, assez contre nature, parce qu'elle a, pour moi, à voir avec la civilisation, qui fait que ce pays s'est construit, ce pays qui a une différence avec les autres, parce que ce pays, ce n'est pas un groupe ethnique particulier, comme ça pouvait plutôt être le cas dans une construction allemande. C'est pas une unité géographique, notre histoire l'a suffisamment prouvé. C'était pas non plus une unité de langue, parce qu'on en parlait je ne sais pas combien, et on en a parlé beaucoup très tard, et on continue aujourd'hui à les mettre en avant avec le régionalisme européen. C'est cette construction que tous ceux qui ont administré ou géré la France, de l'Église à l'Empire, en passant par les rois, en passant par les républiques, et même si on est un petit peu taquin, même par Vichy à sa manière, en désignant des boucs émissaires, ont tenté de maintenir pour faire une cohésion. Donc pour moi, l'identité, c'est à la fois ces 3 choses qui, pour moi, sont essentielles au socle de la France. C'est une langue, c'est une géographie et c'est une culture qui exclut pas les autres, mais qui doit avoir une hiérarchie, je pense, non pas une hiérarchie de valeurs, parce que certaines cultures seraient supérieures à d'autres, mais une hiérarchie pour permettre une cohésion, justement, une cohésion entre les différents individus qui composent ce pays, et sans lequel la France n'est rien. Mathieu, Tatiana, vous êtes d'accord avec cette description? Moi, à mes yeux, pour le coup, je vois ça vraiment comme quelque chose de beaucoup plus individuel, comme quelque chose de beaucoup plus personnel. Pour moi, l'identité, c'est vraiment un choix. Elle est multiple, comme tu l'as rappelé, mais elle ne doit surtout pas être guidée, être rendue obligatoire finalement par un État, par un gouvernement. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamentalement personnel et qui permet aux individus de se construire, d'avancer dans la vie, de s'épanouir. Et donc c'est pour ça que ça doit absolument rester un choix. Donc certains parlent de l'identité nationale, les racines chrétiennes de la France, ou voient une grille de lecture différente. Je pense que chacun doit avoir sa propre grille de lecture, chacun doit avoir sa propre notion d'identité et son identité propre finalement. Et c'est ce qui permet de véritablement s'épanouir et d'être véritablement libre. Alors il y a juste une question de Flo par rapport à ce que tu as dit sur Facebook, que j'ai perdu le don, je retrouve. Pourquoi la religion met-elle forcément en question l'identité nationale? Pourquoi la religion? Je pense pas qu'elle la met forcément en question. Je pense que, encore une fois, c'est à chacun vraiment de réussir à se créer sa propre identité. Si des personnes voient la religion comme quelque chose de véritablement important pour leur identité, libre à eux finalement de le faire, et c'est très bien, tant qu'ils n'obligent pas finalement le reste de la communauté, le reste des Français, le reste des citoyens, à avoir cette démarche-là, et à être finalement dans cette obligation de voir la religion comme quelque chose de constitutif de l'identité. Tatiana, tu veux réagir? Oui, déjà, je veux bien dire ce que je pense qu'est l'identité française, parce que pour le coup, je pense que c'est une identité qui est fondamentalement collective. Pour le coup, pas au sens où justement on forcerait chaque individu à croire ni à être obligé d'utiliser une langue ou une religion. L'identité française, pour moi, c'est pas du tout ni une couleur, ni une religion, ni même des prénoms. J'imagine qu'on va en reparler aussi. Oui. Mais en fait, l'identité française, c'est une construction, comme le disait Greg, je pense, et c'est une construction qui est avant tout politique. Le peuple français, la nation française, ce n'est pas juste une somme d'individus, c'est un ensemble d'individus qui se donnent un objectif, des objectifs, un projet, des valeurs en commun pour construire quelque chose ensemble qui s'appelle justement la nation française.
Et dans ce cadre-là, tout le monde, dans l'absolu, est le bienvenu, peu importe sa religion, peu importe son prénom, peu importe sa couleur de peau, mais du moment qu'on se conforme justement à ces valeurs-là et qu'on est d'accord avec ces lois. Alors on a Karine sur Facebook justement qui nous dit l'identité c'est un sujet de droite. Qu'est-ce que tu lui réponds? À partir du moment où tu définis un sujet comme étant dans un camp, j'ai envie de te dire, tu laisses au camp en question, peu importe lequel, définir quels sont les termes du débat. Et à partir du moment où tu laisses n'importe lequel des camps définir quels sont les termes du débat, tu perds en fait la possibilité de contribuer à quelque chose de commun. Donc je pense que c'est ni un sujet de gauche ni de droite. Je pense que c'est un sujet par contre qui divise beaucoup parce que ce sujet est très très largement pollué par des idéologues de tous les camps, voilà, mais par des idéologues qui cherchent à tout prix à faire passer leur petit récit, à définir l'identité en fait de leur manière à eux, sans prendre en compte à chaque fois ce qu'est la totalité du récit qu'est la France. En fait, c'est qu'on va avoir d'un côté des gens qui vont définir l'identité française comme étant exclusivement chrétienne, enfin catholique, monarchiste, voilà. D'autres qui vont définir l'identité française comme étant exclusivement née de la Révolution française et des Lumières. Je pense que la France est bien plus que tout ça et qu'elle est un ensemble de tout ça et l'identité française se construit aussi au quotidien. Et nous aussi, on pense que l'identité n'est pas un sujet qui appartient à un parti et c'est pour ça qu'on en parle ce soir. On vous invite à réagir sur le hashtag RT Open Mic pendant toute l'émission. Les prénoms, Tatiana, tu les as évoqués. Max, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des faits? Oui, puisque l'actualité qui a agité Twitter ces dernières semaines, on le sait tous, c'est l'affaire Zemmour-Absatoussi. Jusque sur l'Instagram de Booba, j'ai vu des tweets des posts sur le sujet. C'est de la folie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Juste on rappelle un petit peu. On est sur le plateau de Salut les Terriens chez Thierry Ardisson, et là, qu'est-ce qui se passe? On a Zemmour, Éric Zemmour, qui interpelle une chroniqueuse, Absatoussi, qui est donc une Française d'origine africaine. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, vous appelez Absatou, en fait, vous auriez dû vous appeler Corinne, et votre mère a fait une erreur en vous appelant Absatou. Alors là, stupéfaction générale sur le plateau. On dit apparemment qu'il y a eu une séquence coupée. Absatou se plaint ensuite sur les réseaux sociaux. Elle dit que ça a été une séquence d'une très grande violence et elle annonce finalement assez rapidement qu'elle va porter plainte contre Éric Zemmour. Alors là, on a évidemment envie d'avoir votre réaction. Qu'est-ce qu'on en pense? Greg? Ce sont deux mondes qui se rencontrent et qui ne communiquent pas. Le fait que Zemmour attaque sa mère, c'est peut-être un peu bas. C'est bas, et voilà, c'est pas Coubertin, mais d'un autre côté, il répond aussi à ce qu'elle lui a dit. C'est parce qu'il dit qu'il est une honte à la France, donc il répond à ça. Puis dire à Zemmour qu'il est une honte à la France, c'est quand même un mec qui a un attachement à la nation française, je pense, assez marqué, on va dire, jusqu'à peut-être la névrose. Ce sont deux mondes qui se rencontrent et qui ne communiquent plus. C'est-à-dire le monde que tu défends, je me permets de te tutoyer, c'est-à-dire un monde de la liberté absolue, un monde qui est défini uniquement par l'individu et pour l'individu, et un autre monde qui est celui de Zemmour, mais qui n'est pas que celui de Zemmour, puisque c'est pas une question qui n'est liée qu'aux identitaires de droite. Il faudrait ne pas oublier que la nation, c'est un concept de gauche à l'origine, et un autre monde dans lequel c'est le collectif qui prime sur l'individu. Et ces deux mondes ne peuvent pas se comprendre et ne se sont pas compris à ce moment-là. La violence des propos, elle est évidente, elle est due à des points de vue qui ne pourront pas se réconcilier. D'un côté, quelqu'un qui part de l'histoire, avec les raccourcis qu'il peut faire, mais qui ancre la France dans une histoire et une tradition, et quelqu'un qui dit que l'histoire et la tradition sont les ennemis de l'individu. Sauf que, comme je l'avais rappelé, la France n'est pas un pays anglo-saxon, la France ne se définit pas de façon ethnique, la France se définit comme une construction perpétuelle et que revenir à l'individu, c'est nier à la France la possibilité d'exister. Parce qu'il ne peut pas y avoir de France individualiste, ça ne peut pas exister. Dès l'instant où la France devient individualiste, elle n'est plus la France, non pas parce qu'il y a marqué fraternité dans notre drapeau, mais parce que l'obsession, encore une fois, de la France depuis l'embryon de la France, ça a été cette construction. Mathieu, une petite réaction à ce que je Oui, viens bien sûr, de dire. mais moi, ma vision, c'est que je mets toujours les individus, les hommes, toujours au-dessus, finalement, d'un concept assez abstrait, d'un concept qu'est la nation,
d'un concept qui finalement n'a pas une réelle définition. L'idée de nation française, l'idée d'identité française, c'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment capable de définir. On retrouve un peu ce soir. Il n'y a pas vraiment une seule définition. Et je préfère pour le coup mettre des hommes et mettre des individus, des destins finalement, des personnes qui vivent réellement, qui sont dans le vrai monde, ces choses, au-dessus et plus important que ces concepts philosophiques qui sont un peu abstraits. D'ailleurs, au lieu de parler, par exemple, d'une identité française, est-ce qu'on pourrait parler d'identité française au pluriel ? Pourquoi pas, oui, mais je pense que c'est avec un pluriel vraiment très large, parce que moi, je vois finalement, il y a autant d'identités qu'il y a d'individus. À mon sens, voilà, comme je l'ai dit en préambule, chaque individu peut vraiment avoir cette volonté de ne pas se laisser dicter finalement sur quelle est son identité à lui. Mais alors justement, sur cette question des prénoms, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors j'en ai pensé plusieurs choses. Je trouve la remarque d'Éric Zemmour absolument stupide finalement. Parce que la question des prénoms, on pourrait en discuter longtemps. Il y a énormément de prénoms qui sont d'inspiration nordique, qui sont d'inspiration... À commencer comme par Zemmour, qui s'appelle Eric, c'est un prénom scandinave. Oui, tout à fait. Ça s'écrit avec un C, pas avec un K, mais oui. Tout à fait. Et je pense que bon, on l'aurait moins peut-être entendu si le prénom était d'origine scandinave ou si le prénom était d'origine romaine ou grecque. Mais passons. Donc, je pense que oui, la réflexion est absolument stupide. Après, comme tu l'as rappelé, il y a un contexte, il y a un débat qui était certes un peu virulent. La question qu'on n'a pas soulevée sur ce point, et moi qui me chagrine un peu plus, c'est la réaction pour le coup de Madame Abstassou, qui a demandé ensuite à ce que finalement Éric Zemmour soit interdit d'antenne et qu'on ne puisse plus entendre ce genre de discours sur les plateaux. Je pense que c'est en fait, je vais pas dire presque aussi stupide que la remarque d'Éric Zemmour, mais pas loin, parce qu'en fait, à mon sens, les idées stupides, je pense qu'il vaut mieux qu'on les entende, il vaut mieux que c'est comme ça qu'on les combat. Il faut pas refuser le débat. On peut pas interdire finalement aux gens de dire des choses qui sont absolument inconsistantes. Ça veut dire que toutes les idées pour toi doivent être exprimées ? Toutes les idées, mais en fait toutes les idées sont toujours exprimées parce que même quand on les interdit, il y a toujours des moyens de détourner forcément de les exprimer. Mais je pense que c'est bien de ne pas les cacher. Il faut pas avoir peur du fait que certains ont des idées absolument mais insupportables. Les idées les plus nauséabondes, bien par exemple. Évidemment, et c'est comme ça qu'on les combat en fait. Je pense pas que c'est en mettant la poussière sous le tapis qu'on va réussir à faire reculer ces idées nauséabondes. C'est en faisant des débats comme on fait ce soir pour le coup, en confrontant des points de vue, qu'on avance et qu'on convainc les gens que certaines idées, à mon avis, ne D'accord. se Tatiana, tu voulais réagir ? Oui, j'aurais bien aimé réagir. Déjà sur la question des prénoms, je pense que dans l'absolu, c'est une polémique qui a limite pas lieu d'être en fait, parce que justement la question du prénom est une question purement individuelle, et puisqu'on parle de l'identité française, je suis désolée, mais on ne peut pas s'en tenir à la somme des individus. Le modèle de l'idéologie qui est dominante depuis ces 50 dernières années, c'est le modèle il n'y a pas de société, il n'y a pas d'identité collective, il n'y a que des individus. Et de fait, l'échec de ce modèle-là, on le constate tous les jours, on le constate dans la fragmentation du tissu social, on le constate dans la destruction de l'état de droit dans un certain nombre de quartiers. Il y a une enquête qui vient d'être publiée. On va en parler. Des journalistes du CFJ qui ont été... Du Monde. Ouais, qui ont été coachés par des journalistes du Monde et qui parlent en fait d'une prolifération rampante d'un islam assez radical, assez anti-républicain, qui n'est pas compatible avec les valeurs de la République aujourd'hui et notamment dans les banlieues. Mais cette islamisation entre guillemets n'est pas une cause en fait du délitement de l'identité française. Elle est plutôt un symptôme du fait que justement le collectif, l'identité collective a abandonné tout un tas de territoires et que sur les ruines de l'identité commune française, sur les ruines du projet commun, sur les ruines de la République, fleurissent tout un tas de communautarisme. Et en ce sens, c'est un échec de l'idéologie selon laquelle il n'y aurait que des individus les uns mis à côté des autres. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Les êtres humains vivent en société. Les êtres humains doivent se regrouper selon des valeurs communes. Alors, on va reparler de cette enquête. Mais il y a Lolita sur Facebook qui réagit au propos de ce que tu viens de dire. Elle dit « Pourquoi lit-on forcément islam et problème d'identité ?» Mais parce que là, de fait, dans cette enquête, ce qui est pointé du doigt, ce n'est pas, ce qui est pointé du doigt, ce qui est montré, ce n'est pas l'islam en tant que pratique religieuse, puisque en France, tout le monde a le droit de pratiquer la religion qu'il veut, mais l'islam en tant qu'idéologie totale, qui tend
à vouloir diriger tous les aspects de la vie des individus, justement, à savoir la santé, l'éducation, la nourriture, etc. Donc je ne parle pas de l'islam en tant que religion comme l'État français, en fait, actuellement. Que chacun pratique. Mathieu vraiment, je parle de l'islam, justement, qui vise à donner un projet politique, à donner un projet de société, de contre-société commun à des gens qui n'en ont plus parce que abandonnés justement par l'identité française. Alors Greg, tu veux réagir à ce que disait Mathieu, comme l'État français ? Je voulais le féliciter. Je voulais le féliciter parce qu'il vient de réussir quelque chose que personne n'arrive à faire depuis Socrate. Tu as dit... Je préfère la notion d'individu parce que on sait ce que c'est, alors que la nation, c'est un concept flou. Moi, j'ouvre n'importe quel bouquin de sciences politiques, je peux te donner une définition de la nation. L'individu, si tu es arrivé à donner une définition de l'individu, tu as réussi quelque chose que personne n'a réussi à faire depuis à peu près l'origine de l'humanité. Qui es-tu ? Je suis... Quand on me dit un concept de sciences politiques est plus flou qu'une question existentielle et fondamentale qui interroge l'humanité depuis son origine, j'avoue que je décroche un peu. À titre personnel. Mais la question, finalement, c'est comment expliquer ça ? C'est que, à mon sens, l'individu aujourd'hui doit être libre finalement de faire ses choix. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'aujourd'hui, il y avait un délitement de la société et que les individus, ça pouvait pas être une somme d'individualité qui n'était pas en interaction, etc. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais je pense que les individus doivent se rassembler autour de causes communes, mais ils doivent le faire librement. Ils n'ont pas forcément besoin d'un projet de nation, d'un projet créé par une entité supérieure, qui est finalement, une entité supérieure, c'est souvent finalement des technocrates, des fonctionnaires, des hommes politiques. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça pour s'associer. Ils n'ont pas besoin de ça pour vivre en communauté. Et finalement, je vois pas l'intérêt d'obliger des individus à se fondre dans un projet global, dans un projet de nation, alors qu'ils ont leurs individualités propres, leurs aspirations propres, et qui peuvent tout à fait librement s'associer entre eux et vivre. Justement. Personne n'a jamais parlé de ça. C'est le principe d'une nation. C'est des individus libres qui se choisissent et qui écrivent ensemble un récit commun. Ce n'est pas décidé ni par l'opération du Saint-Esprit, ni par un texte religieux, ni par des technocrates, ni des hommes politiques. Si tu penses que c'est le cas à l'heure actuelle, c'est que tu es en train de te rendre compte à quel point le récit en fait qu'on nous a vendu nous a été imposé d'en haut. Et le récit ultra-individualiste que tu portes, en fait, ne vient pas de ton libre choix et de ta libre construction. Il vient d'un ensemble de choses, d'éducation, de choses que tu as lues, des gens que tu as rencontrés. Donc, en ce sens, même ton identité, tu n'as pas un libre arbitre absolu. Enfin, là, on rentre dans des questions un peu philo. Que l'individu est libre d'eux, c'est que tu définis de base que l'individu est libre. Tu es déjà en contradiction avec la moitié des penseurs de l'humanité. Tu pars d'un postulat de départ qui est déjà un biais. On arrête le débat. Déjà un biais. Si l'individu peut s'organiser lui-même tout seul, pourquoi est-ce qu'il ne le fait nulle part ? Mais pas forcément tout seul. Je pense qu'il est libre de s'associer et sans qu'on l'oblige à s'associer avec d'autres individus. Mais qui l'oblige à part lui-même ? Qui à quoi en fait ? Mais aujourd'hui, on est dans un système où finalement, on est dans un État français qui nous explique ce que doit être la nation française, quelles sont les valeurs de la nation française, et donne des jugements moraux, donne des jugements de valeur sur des choses. Et aujourd'hui, on n'en a pas besoin finalement. Tu touches à un truc qui est assez intéressant. Justement, Tatiana, excuse-moi. Puisqu'on aborde le terrain des valeurs, c'était exactement la question que je voulais vous poser, puisqu'on parle d'identité française depuis tout à l'heure, et puis on ne sait toujours pas ce que c'est, finalement. Qu'est-ce que c'est les valeurs de la France, dans ce cas, puisqu'on en parle tout le temps, puisqu'on parle d'une certaine idée de la France, parfois, qu'on parle du... Voilà. Si on définit l'identité si on définit l'identité, voilà. Qu'est-ce que c'est, les valeurs de la France, Tatiana ? C'est sa devise, quand même, liberté, égalité, fraternité. Dans l'absolu, liberté fait partie du packaging. Donc, il n'est absolument pas question d'obliger quiconque à faire quoi que ce soit. Par contre... Il y a le peuple français, la nation française, s'est dotée au fur et à mesure de l'histoire d'un ensemble d'institutions censées garantir l'exercice libre, égalitaire de ces valeurs-là. Donc le problème, c'est que, et là tu touches juste, c'est que à l'heure actuelle, on a, je vais même pas dire un État français, c'est qu'on a des représentants qui sont complètement défaillants, que ce soit parce que ils laissent des vieux mourir dans des couloirs d'hôpitaux, très concrètement. Enfin, je veux dire ça, c'est l'abandon absolu
de la part des gouvernants. C'est pas l'État comme une institution théorique et complètement déconnectée du réel. Là, il s'agit de politiques très concrètes. Il y a ça. Il y a le fait que nos représentants, en fait, se comportent tous les uns après les autres. On le voit comme les pires des voyous. Enfin voilà, l'affaire Benalla, j'en parlais tout à l'heure. Enfin, on est dans une espèce de république bananière où les barbouzes du président ont plus de pouvoir que les institutions qui sont censées garantir l'ordre, la sécurité, la liberté de chacun. Et du coup, quand ces mêmes représentants, plein de contradictions, qui font du mal concrètement tous les jours à l'identité française, à ce qu'est le tissu, à la nation française, au peuple français, quand ils arrivent avec des grands concepts, le vivre ensemble, la fraternité, etc., comment vous voulez qu'on les croie? Comment vous voulez que ça ait du sens dans la mesure où... Oui, mais alors là, on parle d'institutions, on parle de concepts, précisément. Et là, on n'a toujours pas touché qu'est-ce que c'est que sont les valeurs françaises. Alors, certes, liberté, égalité, fraternité, on la connaît bien, cette devise. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce qui caractérise d'autre la France? Certains vont dire, sa culture, une certaine manière de penser, de vivre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Greg? J'ai une réponse simple. Les valeurs de la France, c'est Rome. D'accord. C'est-à-dire Rome par les... C'est la réponse d'Éric Zemmour, ça. Non, mais c'est ça le truc. C'est exactement comme quand tu dis, on n'a pas le droit de me... Enfin, on me dit, par exemple, l'identité de la France, c'est le catholicisme. Et moi, j'ai décidé que non. Mais tu n'as pas à décider, c'est l'histoire. Tu discutes de faits réels. L'identité de la France, c'est Rome, parce que des Gaulois ont été colonisés par des Romains, parce qu'ensuite l'Église de Rome a fait un travail à partir duquel des conceptions qui ont transcendé la monarchie et la République se sont retrouvées. Parce que liberté, égalité, fraternité, c'est pas les valeurs de la France, c'est les valeurs de la République. Et la République, si ça continue comme ça risque de n'être qu'une parenthèse de l'histoire de France. Ce qu'il y a de commun à la République et à la monarchie, c'est un rapport au droit, c'est un rapport à la valeur de l'individu aussi, et tu as raison de le souligner. C'est un rapport, même si discutable au sein du monde antique, mais je pense qu'au contraire, la valeur de l'individu en tant que tel, c'est quelque chose qu'apporte l'Église et pas qu'apporte le monde antique. C'est un rapport au droit qui nous différencie d'autres mondes, comme le monde de l'Orient, comme le monde de l'Extrême-Orient, comme le monde anglo-saxon. C'est un monde qui est différent et dont nous portons, je pense, le résidu central d'universalisme. Jusqu'à l'orgueil démesuré des fois et à la prétention la plus belliqueuse. Mais si tu veux une définition la plus courte, je peux te la résumer en une ville. Désolé si Zemmour l'a dit avant. Mathieu, l'identité française, c'est Rome. Qu'est-ce que... Tu la résumes en une ville, je la résume plutôt en un texte, la Déclaration des droits de l'homme, la DDHC, qui, à la base, finalement, garantissait à chaque citoyen, à chaque individu, la liberté de faire finalement tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il y a une constitution qui est malheureusement dévoyée, à mon sens, jour après jour, par 30, 40, 50 ans de gouvernement français. Pour le coup, la question est amusante, quelles sont les valeurs de la France? Finalement, il y a peut-être finalement déjà un problème dans la question, parce qu'à mon sens, les valeurs de la France, est-ce que ça a vraiment un réel intérêt? Est-ce que finalement, pour moi, les valeurs qui sont importantes, c'est les valeurs qu'on a chacun, nous, en tant qu'individus. C'est vraiment ce qu'on porte, nous. Et je ne vois pas pourquoi l'État, le gouvernement, devrait finalement créer une sorte de hiérarchie de valeurs en nous expliquant ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est moral, ça c'est immoral. Et ça, à mon sens, c'est vraiment la base de mon engagement, qui est un engagement pour que les gens soient libres de faire des choix, soient libres de vivre leur vie comme ils l'entendent. Tatiana ? Le truc, c'est que pour moi, la France, en fait, ce n'est ni la fantasmagorification, je sais même pas comment dire, enfin le fantasme en fait d'un glorieux passé, qu'il soit le passé des rois, le passé des Lumières ou le passé encore plus lointain de la Rome antique. Ce n'est pas un texte en fait. Pour moi, la France, ce sont ces gens. C'est tout en fait. Enfin, c'est déjà pas mal. Et c'est l'ensemble de ces gens-là, c'est cette communauté nationale de gens qui se retrouvent autour, effectivement, de valeurs communes. Mais je pense que c'est là que nous allons diverger. C'est que, pour moi, avoir des valeurs en commun, ça ne veut pas dire exister tout seul en tant qu'individu et que chacun se démerde. Pas forcément, en fait. Chaque individu peut tout à fait, librement,
s'associer avec des gens Alors, si qui tu ont me des laisses valeurs, terminer, ont des valeurs mais communes. justement, en fait, ça, c'est à l'encontre de la conception d'une société. Ça, c'est le communautarisme. Et Non, d'ailleurs, on c'est peut- ce qui est à l'œuvre aujourd'hui on peut créer des sur les ruines qu'ont laissé la société individualisée. Si tu me laisses terminer, je te laisserai parler après. Merci. Du coup, c'est vraiment, ce sont ces gens, la France, c'est quoi? C'est ce qui fait qu'on est capable de prendre soin les uns des autres. Qu'il y a des écoles, qu'il y a des hôpitaux qui sont là pour prendre soin des gens quand ils sont malades, qu'il y a des maisons de retraite ou des endroits où quand on est vieux et qu'on ne peut plus contribuer individuellement à la société d'une certaine manière, qui est la seule manière qui vaille visiblement à l'heure actuelle, on puisse s'occuper de nous. C'est de se retrouver sur une promesse de construire quelque chose pour l'avenir. C'est tout ça, en fait, la France. C'est pas juste des individus qui décident librement de s'associer et puis ensuite, quand il y a un souci ou qu'il y a un désaccord, on s'en lave les mains. C'est qu'on est ensemble jusqu'au bout. C'est une équipe, en fait. Pourquoi forcément on s'en lave les mains? Je sais pas ce que tu dis. En gros, c'est librement, on peut s'associer, puis ensuite on peut se retirer non, ou quoi. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que je pensais pas que c'était un gouvernement de nous expliquer ce qui était bien, ce qui était mal. Je pense que c'est pas un gouvernement de nous expliquer ce qu'est et ce que doit être la nation française. Je pense que les Français, les citoyens français sont suffisamment grands, sont suffisamment intelligents pour finalement s'associer entre eux, s'associer avec des personnes en qui ils croient, s'associer avec des personnes avec qui ils sont d'accord. Mais quand tu es né et que tu as eu ta nationalité française, alors que tu n'étais même pas capable de faire preuve de libre arbitre, en fait, comment ça se passe, du coup, dans ces moments-là? C'est-à-dire que quand tu nais dans un hôpital, que tu as 3 heures, comment est-ce que tu fais pour librement décider de t'associer ou pas à la nation française? C'est une vraie question. Hein. Oui, je pense que ça vient après, ça vient avec la formation de la conscience, ça vient avec l'expérience, ça vient avec nos expériences de vie qu'on a tous. Et après, voilà. À quel âge, à partir de quel moment est-ce que tu décides que l'individu est capable de faire le choix en libre conscience? À partir de quelle dose d'information? Je pense que chaque individu est différent et pour le coup, je suis pas sûr que ça soit vraiment très intéressant comme débat. Si, c'est super intéressant justement. C'est le cœur du truc. C'est comment tu fais en fait pour. C'est quelles normes garantissent que l'individu est libre? Puisque tu places tout au niveau du choix, qu'est-ce qu'est l'individu au vu de la collectivité, au regard de la collectivité, tant qu'il n'est pas capable de faire des choix? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une question philosophique. C'est pour ça qu'il y a l'État. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a l'État. Mais l'État, si je me trompe pas, il s'arrête pas une fois que tu deviens conscient de tes choix. L'État, je pense qu'il te suit toute ta vie. Et une fois que tu es bien conscient, je peux t'assurer que l'État est toujours là, toujours près de toi, à t'expliquer ce que tu dois faire, à t'expliquer ce que tu dois pas faire. Et pour le coup, sur énormément de sujets, il n'y a aucune légitimité à faire ça. On n'en parlera pas ce soir, mais je peux penser à la question des drogues, je peux penser à la question de l'euthanasie, où l'État finalement se place d'un point de vue moral et nous explique juste que c'est mal et que ça doit être interdit. Alors que pour le coup, c'est des choses qui ne nuisent pas aux gens. Mais une nation, c'est pas juste des questions morales, en fait. Greg et Tatiana, justement, sur cette question d'identité, vous défendez quand même une forme d'identité nationale, et pourtant, c'est un sujet qui crispe les gens. Il doit y avoir une raison, quand même. Essayons de prendre le parti de l'adversaire. Pourquoi le concept d'identité fait peur ? Le concept d'identité fait peur parce que le concept d'identité a été utilisé comme bouc émissaire girardien par une grande partie de la classe politique française et relayé comme une valeur d'extrême droite, comme la nation, comme beaucoup de choses, à tort. Et que c'est un certain nombre de choses dont on ne peut plus parler sans qu'on nous catalogue une identité politique. Mais moi, je suis de gauche et je suis désolé de ce que... Je ne suis pas responsable des délires d'Harlem Désir depuis les années 80. Historiquement, la nation est un concept de gauche, ne lui en déplaise, et c'est comme ça. Et si ça ne lui plaît pas, c'est le même tarif. Donc, moi, je ne me laisse pas avoir par cette doxa. Je sais quelles sont les valeurs de la politique et des idéaux qui sont les miens, et je sais que ces socles-là, ce sont la nation et la laïcité, pour tout le monde pareil. Mathieu, pourquoi ça fait peur le concept d'identité ? Je pense que ça fait peur parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce concept politiquement pour essayer d'hystériser, pour essayer justement pour essayer de faire peur. Je pense que le concept d'identité est utilisé beaucoup justement pour faire peur. Et voilà, c'est pour des espèces de convictions électoralistes purement et simplement. C'est un peu dommage parce qu'on finalement on n'aborde jamais l'identité sous un prisme un peu plus profond. Et on l'aborde souvent sur un prisme politicien, une quête de voix sur des questions uniquement électoralistes. Et est-ce qu'en parlant, et on évite que cette question d'identité soit un peu polluée par des discours d'extrême ?
Ah bah, de toute façon, je pense que là-dessus, c'est un des rares points où on sera tous les trois d'accord. Il faut en parler. Voilà, ne pas parler des choses, c'est ce que justement la gauche a fait avec le Front National pendant 40 ans. On a vu que ça ne marche pas. Et c'est pareil pour tout le reste. C'est même pareil pour l'islam, le sujet qu'on abordera. Ceux qui disent qu'il faut interdire le salafisme, il ne faut pas l'interdire. Il faut qu'on puisse le voir, parce que si tu l'interdis, c'est pas en interdisant l'idée que tu vas interdire le réel. Donc quand tu interdis quelque chose, tu ne le vois plus. Donc non, il faut avoir le droit de dire des choses, bien évidemment dans le cadre où il n'y a pas d'incitation directe à des meurtres ou à quelque chose qui nuit à ce qui est au-delà des questions d'identité, l'existence de l'individu. Alors, justement, puisque on a évoqué le sujet très brûlant de l'islamisation tout à l'heure, il faut qu'on l'aborde maintenant. C'est vrai qu'il y a un contexte aujourd'hui. Alors, on rappelle d'abord à nos auditeurs et téléspectateurs la raison pour laquelle on en parle. Il y a ce livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui vient de sortir, qui est une sorte de bombe dont tout le monde parle, puisque ces deux journalistes qui sont plutôt de gauche, ou en tout cas ils sont dans un journal de gauche, Le Monde, d'un seul coup sortent une enquête et parlent d'islamisation du 9-3, de la Seine-Saint-Denis, avec vraiment des faits, une enquête qui a été menée dans la plus grande rigueur journalistique. Et c'est vrai qu'ils se basent aussi sur plusieurs déclarations qui ont fait date. Alors d'abord François Hollande qui leur aurait confié qu'il y avait un problème en France, et puis avec justement l'islamisation de la banlieue, et là, bah oui, vous riez. C'est un président de gauche qui dit en 2015. En 2015, voilà. Et puis Gérard Collomb, qui plus récemment démissionne et nous fait un discours complètement hallucinant, où d'un seul coup, il nous dit qu'il y a presque un risque de guerre civile en France et qu'il faut aller dans une reconquête républicaine des territoires perdus de la République. On est vraiment dans quelque chose de très surprenant, Estelle. Oui, et alors la raison aussi pour laquelle on voulait vous en parler, c'est que Fabrice Lhomme et son acolyte étaient invités sur France Inter pour parler de ce fameux livre. Et alors je vais vous lire une citation de Fabrice Lhomme qui est très intéressante. Ce sujet, il est tabou parce qu'il fait peur. Quand on parle de ce sujet aujourd'hui, on risque d'être catalogué. Si vous dénoncez l'islamisation, vous êtes d'extrême droite. Si au contraire, vous dénoncez ceux qui dénoncent l'islamisation, vous êtes un islamo-gauchiste. On a l'impression que l'on ne peut pas avoir de paroles nuancées et modérées et surtout basées sur des faits. Et il précise, on veut ouvrir le débat et ne pas laisser ces questions aux extrêmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Complètement. Déjà, ils ont une approche qui est celle de journalistes. Donc, effectivement, pour eux, c'est en ça que je vais plus leur faire confiance que justement à n'importe lequel des experts qui va se pointer sur un plateau pour parler de ce sujet. C'est qu'ils n'ont pas d'idéologie. A priori, en tout cas, ils n'ont pas d'agenda politique à faire valoir ni à faire passer, mais au contraire s'interrogent à la lumière de ce qu'ils ont vu ou de ce que les gens qu'ils ont coachés ont vu. Et en tant que journaliste, pour eux, je pense que ça a été même extrêmement difficile à accepter. Ce fait. Et effectivement, le débat est complètement pourri par des gens qui ne veulent pas admettre que la réalité est soit plus complexe que il y a des méchants musulmans qui veulent faire des attentats terroristes partout, violer nos fils et nos compagnes, tout ça, ou de l'autre côté non, tout va bien, les valeurs républicaines, le vivre ensemble, le multiculturalisme, machin. Oui. Et c'est que les deux sont des espèces de... Enfin, c'est ça, c'est des... Oui. Pardon. Mais alors, pour prendre le contre-pied un peu de ce que tu dis, on a une association bien connue qui s'appelle le Parti des Indigènes de la République, alors justement, que vous connaissez sûrement. Et eux, la justification qu'ils donnent à ce retour identitaire dans une partie de la France, eh bien, c'est qu'ils disent l'État est agresseur en France. L'identité française est dominatrice, elle est agresseur. Et donc, c'est pour ça que les classes populaires, disent-ils, je cite, sont justement dans une réaction, dans un retour identitaire pour se défendre contre ce qu'ils appellent, il faut le dire, selon eux, le racisme d'État. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse ? Ces gens ont transposé en France des concepts américains faits par des gens dans des universités qui avaient déjà mal compris les penseurs français, mais enfin bon, passons. Ces gens transposent un racisme systémique, soi-disant, à la France. C'est peut-être le cas aux États-Unis. Je ne suis pas américaine, je n'ai pas fait d'études sociologiques là-dessus. En tout cas, voilà. Mais sur le racisme systémique dont il parle, qui se traduit par une institutionnalisation
du racisme. À l'heure actuelle, je suis désolée, mais non. Le problème, c'est que le Parti des indigènes de la République, qui ne représente pas grand-chose quand même dans l'opinion publique, il faut s'en rappeler, même si on les entend beaucoup, font partie des diverses formes que prennent les replis communautaires et qui sont des conséquences logiques, encore une fois, de l'abandon progressif et extrêmement concret dans tous les aspects de la vie de la France, de l'État français, de ses institutions, de ses hôpitaux, de ses écoles. Voilà. Là où, en Seine-Saint-Denis, on va avoir, du fait d'un certain contexte sociologique, culturel, etc., effectivement, un islam qui devient progressivement de plus en plus politique et qui vise à contrôler un certain nombre d'aspects de la vie. Après, pas en contre de la République, parce que c'est plutôt une contre-société, mais qui ne vise pas à coloniser, entre guillemets, des territoires de plus en plus larges, mais plutôt à créer une contre-société à la place de ce que la République a abandonné. Le Parti des indigènes de la République est une autre conséquence dans d'autres milieux sociologiques, plutôt universitaires, plutôt des gens plus éduqués, avec des hauts niveaux d'études, etc. Un espèce de repli communautaire où, encore une fois, la France n'a plus de récit commun, en fait, à apporter à quiconque, et du coup fleurissent tout un tas d'espèces de phénomènes un peu dégueulasses de ce style-là. Et du coup, la question, et je finirai là-dessus, la question c'est quoi ? Enfin, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se contente de dire que les islamistes ou ceux qui veulent imposer l'islam, etc., sont des connards ? Est-ce qu'on se contente de dire que le communautarisme, c'est mal ? Est-ce qu'il y a un moment, on n'essaye pas juste de reconstruire quelque chose, une identité, une culture française qui inclut tout le monde sans se définir par rapport aux ennemis, enfin en tout cas à ceux qu'on considère comme des ennemis de la République. On va terminer ce débat avec un petit tour de table et la tradition veut qu'on termine par une question d'un internaute. Cette fois-ci, c'est Amel qui nous demande si l'unité culturelle et politique de la France est menacée par l'immigration et par le communautarisme. Greg. Oui. Après, terminer sur une question comme ça, qui est aussi clivante, c'est bien évidemment pas forcément un grand choix, parce que du coup, ça amène à des interprétations. Mais la question exacte, c'était ? L'unité culturelle et politique de la France est-elle menacée par l'immigration et par le communautarisme ? Ben oui. Le communautarisme est l'exact opposé du modèle républicain français. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que l'Europe ne marchera pas, puisque l'Europe est constituée de pays qui n'ont qu'une seule obsession depuis Napoléon, c'est de détruire depuis la Révolution française, justement, cette exception française qui est anti-communautaire. Donc oui, le communautarisme est le pire ennemi de la France, c'est une évidence, et il est une conséquence naturelle de l'individualisme. Et en plus de ça, l'immigration n'est pas un problème. Le problème, on dit toujours, est-ce que l'immigration est un problème ? Quel chiffre, quelle quantité, et pourquoi faire ? C'est ça aussi la question. Tatiana ? Mathieu. Je viens de donner quelques éléments de réponse déjà, du coup, dans ce que je disais juste avant. Je pense que ce sont des dangers, mais encore une fois, alors ça va être le point Godwin de la soirée, mais si dans les années 30, ou même dans les années 20, la nation allemande avait passé peut-être plus de temps à se construire un récit commun plutôt que, de dire attention, les nazis, c'est des dangereux, etc., à se définir en fonction, en fait, de l'ennemi. Peut-être que ça se serait passé différemment. En fait, la question, c'est est-ce qu'on déplore la réalité ? Est-ce qu'on dit oui, c'est un danger ? Ou est-ce qu'on se donne les moyens de la changer, cette réalité, à savoir qu'on se donne effectivement les moyens de combattre, parce que effectivement, il y a des émanations extrêmement agressives. Les imams salafistes étrangers, effectivement, il y a un moment où il va falloir prendre des mesures. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a un sens à redonner, un récit à redonner, et ça passe par du concret, et ça passe par aussi virer les politiques qui donnent un exemple les politiques voyous, en fait, qui se comportent comme des voyous. Merci Tatiana. Mathieu, un dernier mot ? Je vais rebondir sur l'Allemagne. En deux mots. Je vais rebondir sur l'Allemagne et aussi sur du concret. Dans les années 70, il y a 4 millions de Turcs qui sont arrivés en Allemagne. L'intégration s'est très bien passée. Il n'y a eu donc aucune menace pour la culture allemande, pour la nation allemande. Bien au contraire, elle s'est enrichie de ce phénomène-là. Je pense que c'est la même chose pour la France. Je pense que l'immigration est une chance pour la France et que ceux aujourd'hui qui veulent fermer les frontières
c'est simplement une mesure liberticide et c'est simplement le fait d'empêcher des individus libres de circuler. Merci Mathieu, merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Merci de nous avoir envoyé vos réactions et vos commentaires. Ça continue avec le hashtag RT Open Mic sur les réseaux sociaux et tout de suite on reçoit lui qui va nous interpréter la chanson Libertine. Absolument. Et on dit que par ailleurs, si vous voulez le retrouver, si vous aimez cette chanson ce soir, vous pourrez le retrouver au Supersonic le 6 novembre et son single sortira bientôt en février. Lui. C'est maintenant dans Open Mic. Brisé dans le noir, noyé dans une salle. Ruines dont les noms sont gravés dans une dalle. Même si je m'efface, face contre terre, ces sentiments résistent, signe après signe. Insensible au miroir, ton image est absente. Croire au désespoir, une lueur d'innocence. Le sens et la raison ne te retiendront pas. Mordre la poussière en signe de détresse. Quand l'odeur de la pluie colle à ton lit, ces sentiments s'effacent nuit après nuit. Le poids du monde sur ton corps relâche. Entre toi et moi, on sortira. Insensible au miroir, ton image est absente. Croire au désespoir, une lueur d'innocence. Le sens et la raison dont tout le monde se fout. Faire des choix chelous et passer pour un fou. Perdre tout espoir, devenir fou.